Salut, c'est Olen, j'espère que vous allez bien. L'histoire de l'éducation est un voyage fascinant, marqué par une évolution constante des méthodes d'enseignement et des expériences éducatives. Chaque époque a apporté sa contribution unique à la manière dont nous transmettons et acquérons des connaissances. Cette évolution n'est pas simplement le reflet des progrès technologiques, mais aussi le résultat de réflexions continues sur la meilleure façon d'engager des esprits curieux et de former les citoyens et citoyennes éclairés de demain. En explorant ce continuum historique, nous découvrons des expériences éducatives innovantes qui ont laissé une empreinte durable sur la manière dont nous percevons et abordons l'apprentissage. Cette vidéo a pour but de montrer un échantillon des multiples facettes de l'éducation à travers les âges, mais aussi, et peut-être surtout, de souligner l'importance continue de repenser et de réinventer notre approche de la transmission des savoirs. Première approche, l'expérience de la ruche par Sébastien Faure. La pensée anarchiste a souvent été le creuset d'idées novatrices sur la manière de concevoir l'éducation. Au début du XXe siècle, Sébastien Faure, un éducateur et militant anarchiste français, a développé une expérience éducative radicale connue sous le nom de la ruche. Il lance cette initiative en 1904 à Rambouillet et crée un environnement éducatif alternatif basé sur des principes d'autonomie, de liberté et d'autodétermination. Fervent défenseur de l'anarchisme et de l'éducation libertaire, Sébastien Faure avait pour objectif de briser les conventions rigides de l'éducation traditionnelle. La ruche se distinguait par son rejet des structures hiérarchiques autoritaires présentes dans les écoles conventionnelles. À la place, Faure cherchait à créer un espace où les enfants pouvaient explorer leurs intérêts naturels, sans contraintes imposées par des programmes scolaires rigides. C'est l'idée d'une éducation rationnelle de l'enfant. La ruche était fondée sur des idées émancipatrices, encourageant l'autodiscipline plutôt que la coercition, la coopération plutôt que la compétition. Les élèves étaient libres de choisir leurs activités, de participer à des discussions ouvertes et d'influencer le fonctionnement quotidien de l'école. Ce modèle éducatif expérimental cherchait à promouvoir la responsabilité individuelle, l'épanouissement personnel et la conscience sociale. Bien que la ruche n'ait pas perduré longtemps en tant qu'institution éducative formelle, elle a duré 6 ans exactement, son influence a laissé une marque profonde sur la pensée éducative alternative. Elle a inspiré d'autres expériences libertaires et a contribué à l'évolution des idées sur l'autodidaxie et l'apprentissage basé sur les intérêts de l'individu. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description un lien vers le dialogue Comment révolutionner l'école avec Émilie Lamotte en 1907. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est l'encouragement de l'autonomie et la non-coercition. Les points de vigilance qui ont été observés, manque de structure et difficulté d'évaluation. Deuxième et troisième approche, les écoles de Summerhill et Winterhill par Alexander S. Neil. La pensée éducative alternative connaît un essor significatif au XXe siècle, et parmi les pionniers de ce mouvement, les écoles de Summerhill et Winterhill ont toutes deux porté des idées novatrices sur l'éducation. Ces deux écoles sont fondées par le pédagogue libertaire écossais A. S. Neil. Elles partagent une vision commune d'une éducation axée sur l'autonomie et le respect des droits individuels des élèves. Summerhill, établie en 1921 en Angleterre, a été l'une des premières écoles à mettre en pratique le concept d'éducation démocratique. Neil rejetait les structures éducatives traditionnelles et croyait en la liberté totale de l'enfant dans son apprentissage. À Summerhill, les élèves étaient donc encouragés à participer aux décisions qui affectaient la vie de l'école, y compris les règles et les sanctions. L'école promouvait l'idée que l'apprentissage devait être basé sur les intérêts naturels des enfants et que la discipline devait émerger de la responsabilité individuelle plutôt que de l'autorité extérieure. L'école de Winterhill, fondée 6 ans plus tard en Écosse, en 1927, adoptait elle aussi des principes éducatifs progressistes. Cette école partageait la conviction que les élèves devaient être traités avec respect et considération, et elle favorisait une approche non directive de l'éducation.
Winter Hill mettait l'accent sur le développement de la personnalité individuelle et encourageait les élèves à explorer leurs intérêts tout en assumant la responsabilité de leurs actions. Bien que les écoles de Summerhill et Winter Hill aient été critiquées pour leur approche non conventionnelle, elles sont saluées et reconnues pour leur impact sur la pensée éducative alternative. Ces institutions ont ouvert la voie à de nouvelles idées sur la liberté dans l'apprentissage, l'autodiscipline et l'autodétermination. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est l'attention portée à la liberté individuelle et la participation démocratique. Les points de vigilance qui ont été observés: risque de manque de discipline, remise en question de la préparation aux examens. Quatrième approche, l'éducation Montessori. Dans la riche mosaïque de l'éducation alternative, l'approche pédagogique de Maria Montessori est sans aucun doute la plus connue. Elle se distingue par son accent sur l'autodirection, l'indépendance et le respect du rythme individuel de chaque enfant. Dans les années 1900, Maria Montessori, une médecine et éducatrice italienne, a fondé à Rome la première Casa dei Bambini, la maison des enfants. Elle jetait ainsi les bases de ce qui allait devenir le système éducatif Montessori. L'éducation Montessori repose sur le principe fondamental que chaque enfant est un être unique et actif, doté d'une capacité innée d'apprendre et de se développer. Les salles de classe Montessori sont conçues pour être des environnements préparés, où les enfants ont accès à une variété de matériel didactique spécifiquement conçus pour favoriser l'exploration et l'autodiscipline. Ces matériaux sensoriels et autonomes encouragent le développement de compétences essentielles, comme la concentration, la coordination motrice et la résolution de problèmes. L'éducation Montessori se caractérise également par une approche non directive de l'enseignement. Les enseignants sont souvent appelés des guides et jouent un rôle d'observation et de soutien, intervenant de manière minimale pour permettre aux enfants de découvrir et d'assimiler les connaissances de manière autonome. Les salles de classe Montessori sont souvent multi-âges, permettant aux enfants de collaborer et d'apprendre les uns des autres. Au fil des décennies, jusqu'à aujourd'hui, le modèle éducatif Montessori s'est répandu dans le monde entier, influant des milliers d'écoles et touchant des millions d'enfants. Cette approche continue de susciter l'engouement en raison de son engagement envers l'épanouissement individuel, la créativité et la construction de compétences essentielles pour la vie. L'éducation Montessori demeure ainsi une contribution significative à l'évolution de l'éducation alternative, plaçant l'accent sur la liberté, la découverte personnelle et le respect du potentiel inhérent à chaque enfant. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est l'autonomie et la liberté, le respect du potentiel inhérent à chaque enfant et le développement holistique. Les points de vigilance qui ont été et qui sont toujours observés: la dépendance à des ressources spécifiques, comme le matériel, et cette approche peut être perçue comme trop structurée. Cinquième approche, le projet Head Start. Cette approche est un peu différente des autres, mais j'ai pensé qu'elle avait toute sa place ici. En 1965, les États-Unis mènent la guerre contre la pauvreté. Dans ce cadre, le projet Head Start représente une initiative emblématique visant à fournir un départ éducatif équitable aux enfants issus de milieux défavorisés. Le projet est conçu comme un programme de préparation précoce à l'école, et il s'adresse principalement aux enfants de familles à faible revenu, mettant l'accent sur le développement global des tout-petits, allant de la santé à la nutrition en passant par l'éducation précoce. Le projet Head Start se distingue par son approche holistique, reconnaissant que le bien-être des enfants ne dépend pas seulement de l'éducation formelle, mais aussi de facteurs tels que la santé physique et émotionnelle. Le programme intègre donc des services médicaux, dentaires et nutritionnels, tout en fournissant un environnement éducatif stimulant. Les objectifs de Head Start comprennent la préparation à l'école, le renforcement de compétences sociales et émotionnelles, la promotion d'une alimentation saine et l'implication des parents dans le processus éducatif de leurs enfants.
L'idée centrale est de réduire les disparités éducatives dès le plus jeune âge, en offrant aux enfants des opportunités égales pour réussir à l'école. Au fil des années, le projet Head Start a évolué et a été étendu. Les services complémentaires du programme Early Head Start sont destinés aux familles avec des nourrissons et des tout-petits. Il a aussi été aligné sur les avancées dans la compréhension du développement de l'enfant et de l'apprentissage précoce. Le projet Head Start a eu un réel impact en fournissant des services éducatifs et sociaux à des millions d'enfants et de familles à travers les États-Unis. Il reste un exemple influent de l'engagement envers l'égalité des chances éducatives dès le plus jeune âge et a contribué à éclairer les discussions sur l'importance des programmes de préparation scolaire précoce dans le monde entier. Ce qu'on peut retenir des forces de cette initiative, c'est la prise en charge globale et la préparation précoce à l'école. Les points de vigilance qui ont été observés, la dépendance au financement et la difficulté de maintenir les avantages sur le long terme. Sixième approche, l'éducation Freinet. Célestin Freinet est un enseignant et pédagogue français du XXe siècle. Son modèle d'éducation représente une approche innovante, axée sur la participation active des élèves, la liberté d'expression et la démocratie dans la salle de classe. Développée dans les années 1920, l'éducation Freinet visait donc à favoriser l'autonomie et l'épanouissement de chaque enfant. Au cœur de cette méthode pédagogique se trouve l'idée de l'expression libre, parce que Freinet croyait que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont engagés dans des activités qui ont un sens pour eux. Ainsi, il a encouragé l'utilisation de textes libres, d'impressions et de correspondance entre les élèves pour stimuler la créativité et l'expression personnelle. Cette idée de la correspondance interscolaire, vous la connaissez certainement. Disons que c'est grâce ou à cause de Célestin Freinet si vous avez eu un ou une correspondant international. Un autre pilier de l'éducation Freinet est la coopération. Les élèves sont encouragés à travailler ensemble, à partager leurs idées et à participer à la gestion démocratique de la classe. L'idée est de créer un environnement d'apprentissage où la communauté est active et où chaque voix compte. L'utilisation d'outils pédagogiques spécifiques est aussi une caractéristique importante. Le texte libre, le journal scolaire et la correspondance interscolaire sont des exemples d'activités qui permettent aux élèves de s'exprimer et de développer leurs compétences en lecture, en écriture et en communication. L'éducation Freinet a eu un impact durable sur les pratiques pédagogiques en France et au-delà. Elle a influencé des générations d'enseignants qui ont adopté ces principes pour créer des environnements d'apprentissage plus interactifs, démocratiques et centrés sur l'expression et la collaboration des élèves. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est l'expression libre, l'épanouissement individuel et la participation active des élèves. Les points de vigilance qui ont été observés, la dépendance à la participation des élèves et l'obligation d'une flexibilité pédagogique de la part du pédagogue homme-femme. Septième approche, le mouvement de l'école nouvelle. Là aussi, le principe est légèrement différent des autres. L'école nouvelle est un mouvement international qui a émergé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en réaction aux méthodes éducatives traditionnelles, jugées trop rigides et autoritaires. Ce mouvement prônait des idées progressistes et cherchait à réformer l'éducation en mettant l'accent sur l'épanouissement de l'individu, la créativité et la démocratie dans l'apprentissage. Le principal objectif de l'école nouvelle était de transformer les méthodes éducatives en créant des environnements d'apprentissage plus dynamiques et centrés sur l'enfant. Les partisans de ce mouvement préconisaient des approches pédagogiques actives qui encourageaient l'activité autonome, l'expression personnelle et la coopération entre les élèves. L'école nouvelle partait de l'idée que chaque enfant est unique. Alors, l'enseignement devrait être adapté aux besoins individuels de chaque élève. Ils ont donc appliqué des méthodes d'individualisation de l'enseignement. Les partisans de l'école nouvelle croyaient aussi que l'apprentissage devait être basé sur des expériences concrètes et significatives
plutôt que sur des informations abstraites transmises de manière passive, d'où l'accent mis sur l'expérience personnelle. Comme on l'a vu dans d'autres méthodes, l'école nouvelle promouvait aussi la participation démocratique des élèves dans la gestion de la classe, encourageant ainsi le développement de compétences sociales et civiques. Enfin, c'est un dernier exemple, les enseignants de l'école nouvelle encourageaient l'utilisation des arts, du mouvement et des activités pratiques pour stimuler l'imagination et la créativité des élèves. Début du XXe siècle, mouvement international, forcément des figures emblématiques comme Maria Montessori et Célestin Freinet se sont reconnus dans ce mouvement et y ont contribué avec leurs propres approches pédagogiques uniques. Ce qu'on peut retenir des forces de ce mouvement, c'est la méthode d'éducation active, l'encouragement et la stimulation de la créativité et la participation démocratique. Les points de vigilance qui ont été observés, résistance aux changements traditionnels et difficulté à mettre en œuvre à grande échelle. Huitième approche, les écoles Sudbury. Les écoles Sudbury incarnent une approche éducative radicalement différente, fondée sur les principes de démocratie, d'autonomie et de responsabilité individuelle. Basées sur le modèle de la Sudbury Valley School aux États-Unis, ces écoles émergent en 1968 et deviennent rapidement emblématiques du mouvement des écoles démocratiques et alternatives. C'est parce qu'elles incarnent une vision novatrice de l'éducation et offrent un contraste marqué avec les modèles éducatifs conventionnels. Par exemple, au cœur des écoles Sudbury, on trouve le principe de démocratie directe. Les élèves et le personnel participent activement au processus de prise de décision, y compris la création des règles de l'école et la résolution des conflits. Ensuite, les écoles Sudbury mettent en avant la liberté totale d'apprentissage. Il n'y a pas de programme prédéfini et les élèves sont libres de choisir comment, quand et quoi apprendre. Cela favoriserait l'autodirection et l'exploration individuelle. Les écoles Sudbury mettent aussi l'accent sur la responsabilité individuelle des élèves pour leur propre éducation et développement. Ils sont encouragés à prendre des décisions autonomes concernant leurs activités d'apprentissage. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ça peut convenir à certains âges, mais certainement pas aux plus jeunes. Et pourtant si. Comme le système Montessori, et contrairement aux écoles conventionnelles, les écoles Sudbury n'ont généralement pas de niveau de classe spécifique, ni de classe d'âge. Les élèves interagissent avec des pairs de différents âges, et ça encourage et facilite un apprentissage diversifié. Bien que ce modèle puisse sembler inhabituel par rapport aux systèmes éducatifs conventionnels, il a attiré l'attention en raison de son engagement envers la démocratie directe, la liberté totale d'apprentissage et la responsabilité individuelle. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est la démocratie éducative et l'autonomie des élèves. Les points de vigilance qui ont été observés, manque de structure formelle et remise en question de la préparation aux examens. Neuvième approche, le projet Follow Through. Ce projet est une initiative éducative majeure menée aux États-Unis entre les années 1967 et 1995. Il visait à évaluer et comparer différentes approches pédagogiques dans le but d'identifier les méthodes les plus efficaces pour aider les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés à réussir à l'école. Vous le devinez, il s'inscrivait dans le prolongement du programme Head Start, axé sur la préparation scolaire précoce des enfants issus de milieux à faible revenu. Mais alors que Head Start se concentrait sur les premières années de l'enfance, Follow Through visait à déterminer les stratégies éducatives les plus efficaces pour les enfants pendant les années élémentaires. L'objectif du projet était d'évaluer les effets à long terme de 9 approches éducatives différentes, allant des méthodes traditionnelles à des approches plus novatrices, telles que l'éducation individualisée et l'apprentissage coopératif. Le projet a été mis en œuvre dans plus de 180 écoles à travers les États-Unis. Les résultats ont été complexes et nuancés. Bien que certaines approches aient pu montrer des avantages à court terme,
les résultats à long terme n'étaient pas toujours aussi concluants. Des facteurs comme la qualité de la mise en œuvre ou l'engagement des enseignants ont été identifiés comme cruciaux pour le succès des différentes approches. Parmi les approches évaluées figuraient l'éducation traditionnelle, l'apprentissage programmé, l'éducation individualisée, l'apprentissage coopératif et d'autres. Finalement, c'est l'éducation individualisée qui a suscité un intérêt particulier, parce qu'il mettait l'accent sur l'adaptation de l'enseignement aux besoins spécifiques de chaque élève. C'est donc celui qui présenterait les meilleurs avantages sur le long terme concernant l'école élémentaire. Mais en réalité, le projet n'a pas abouti à des conclusions définitives sur la méthode éducative la plus efficace. Il a seulement contribué à la compréhension de l'importance de la mise en œuvre cohérente et de l'engagement des enseignants dans la réussite des élèves. Ce qu'on peut retenir des forces de ce projet, c'est la différenciation court terme et long terme dans l'évaluation des méthodes pédagogiques et l'importance de l'implication des parents. Les points de vigilance qui ont été observés, durée de vie limitée du projet et difficulté à maintenir la cohérence dans plusieurs méthodes éducatives étudiées. 10e et dernière approche, l'expérience de la Little Red Schoolhouse. Cette expérience est une initiative éducative progressiste qui a émergé à New York en 1921. La Little Red Schoolhouse a cherché à repenser les approches traditionnelles de l'éducation en mettant l'accent sur la créativité, l'expression individuelle et la démocratie dans l'apprentissage. L'expérience a débuté en 1921 avec la création d'une école élémentaire par Elizabeth Irwin, une éducatrice progressiste, et le soutien de la pédagogue Caroline Pratt. Cette école a rapidement évolué pour inclure une école secondaire, incluant donc un enseignement supérieur. La Little Red Schoolhouse s'est démarquée par son engagement envers une philosophie éducative progressiste. Elle a mis en œuvre des approches pédagogiques novatrices, encourageant l'exploration individuelle, l'apprentissage expérientiel et la collaboration entre les élèves. Un aspect central de l'expérience était la promotion de la créativité et de l'expression individuelle. Les élèves étaient encouragés à développer leurs talents artistiques, à s'engager dans des projets personnels et à participer activement à des activités culturelles. Comme d'autres initiatives, la Little Red Schoolhouse a aussi adopté des principes démocratiques dans la gestion de l'école. Les élèves étaient encouragés à participer aux décisions qui affectaient leur vie scolaire, contribuant ainsi à développer un sens de responsabilité et de citoyenneté. Enfin, l'école a cherché à établir des liens étroits avec la communauté environnante, encourageant les élèves à s'engager dans des activités sociales et civiques. Cette connexion avec la communauté était considérée comme une extension naturelle de l'apprentissage en classe. L'expérience de la Little Red Schoolhouse a montré la faisabilité et l'impact positif des méthodes éducatives centrées sur l'individu, la créativité et la participation démocratique. L'héritage de cette expérience continue de résonner dans le paysage éducatif contemporain, mettant en lumière l'importance de créer des environnements éducatifs qui valorisent la diversité, l'expression individuelle et l'engagement communautaire. Ce qu'on peut retenir des forces de cette expérience, c'est l'approche éducative novatrice, la créativité et l'expression individuelle, l'individualisation de l'enseignement et la connexion avec la communauté citoyenne. Les points de vigilance qui ont été observés, le manque de structure formelle et la dépendance à des pédagogues très créatifs. Ce tour d'horizon historique des différentes approches pédagogiques alternatives est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Est-ce qu'il y a une méthode qui vous parle plus qu'une autre d'ailleurs? Est-ce que vous auriez aimé que j'aborde d'autres expériences que vous connaissez? N'hésitez pas à faire part de vos réactions en commentaire. Bien sûr, chaque expérience mériterait d'être explorée et décortiquée davantage, comme on l'a fait dans les dialogues sur l'éducation avec Théano ou Émilie Lamotte. D'ailleurs, pour 2024, que diriez-vous d'un dialogue entre Olen et Maria Montessori,
ou bien le théoricien Paulo Freire? Montaigne? Rousseau? Jean Jaurès? Vous le savez, pour produire les dialogues des capsules de laine, nous avons besoin de moyens financiers, car il faut rémunérer les chercheurs, les comédiens et les techniciens hommes-femmes qui prennent part au projet. Si ça vous tente, je vous invite à faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. À bientôt!